Je m'appelle Marine Leblanc et j'ai 34 ans. Si vous entriez dans ma vie un mardi soir ordinaire, vous penseriez probablement que c'est l'image même de la stabilité. Mes plans de travail sont propres, les factures se paient toutes seules, et la chose la plus rebelle que je fasse, c'est de manger le dessert avant le dîner quand je me sens audacieuse. J'ai toujours cru qu'une vie tranquille était une vie sûre. Prévisible, contrôlée, la mienne. Ou du moins, je pensais qu'elle était à moi. J'ai rencontré mon petit ami Hugo Fournier il y a 2 ans et demi lors de la fête d'anniversaire d'un ami. Un de ces rassemblements chaotiques où des gens que vous connaissez à peine vous serrent dans leurs bras comme si vous étiez cousins et où quelqu'un crie toujours pour faire des photos de groupe sur lesquelles vous ne voulez pas apparaître. Hugo s'est tout de suite démarqué, grand, confiant, le genre de type qui faisait subtilement pencher la pièce vers lui. Son rire était chaleureux, son attention flatteuse. Quand il m'a demandé mon numéro, quelque chose en moi s'est adouci d'une manière à laquelle j'aurais dû prêter plus d'attention. 1 mois plus tard, nous sortions ensemble. 1 an plus tard, nous emménagions ensemble. Tout semblait aller bien, voire très bien. C'est du moins ce que je me répétais. La première disparition a eu lieu il y a 6 mois. Je l'appelle comme ça maintenant, mais sur le moment, j'ai vécu ça comme une crise. Il s'est énervé pour une broutille, comme le fait que je ne réponde pas assez vite à un SMS parce que j'étais en réunion. Et soudain, il a eu besoin d'espace. Pas une heure pour se calmer, pas une soirée pour souffler. Des jours. Il a désactivé le partage de position, mis son téléphone sur silencieux et s'est volatilisé. J'ai appelé ses amis, terrifié. J'ai tourné en voiture pour chercher la sienne. Je n'ai pas dormi. Quand il est réapparu 3 jours plus tard, se garant dans notre allée comme s'il avait simplement fait une longue course, il a dit qu'il avait été à l'hôtel pour gérer ses émotions, comme si disparaître sans un mot était thérapeutique, voire admirable. J'étais soulagé qu'il soit sain et sauf. Mais quelque chose dans ma poitrine me faisait mal à cause de la confusion. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement me dire qu'il avait besoin d'espace? La deuxième fois que c'est arrivé, j'étais moins effrayé, plus irrité. La troisième fois, quelque chose s'est mis en place. C'était un schéma, son schéma, une punition déguisée en introspection, une disparition conçue pour me faire courir après lui, pour que je me sente reconnaissante à son retour. Pourtant, je suis resté. On ne parle pas assez de la facilité avec laquelle on normalise un mauvais comportement quand on veut désespérément que quelque chose fonctionne. Mardi soir dernier, la dispute qui a tout fait basculer n'était même pas sérieuse. Je lui ai dit que j'avais prévu de passer le week-end avec 2 amis que je n'avais pas vus depuis 1 mois. Un brunch en terrasse, un cinéma, rien de dramatique. Il a levé les yeux de son téléphone avec cette expression blessée qui m'était familière. « Tu ne m'as pas consulté avant. » « Je ne pensais pas devoir le faire, ai-je répondu doucement. « Tu vois tes amis 3 ou 4 fois par semaine. Moi, j'ai à peine droit à une soirée par mois. C'est différent. » « En quoi, ai-je demandé. »« Explique-moi. »« Parce que mes amis sont importants pour moi. » J'ai scié. « Et les miens ne le sont pas ? » Ce n'est pas ce que j'ai dit. Sa voix s'est aiguisée comme une lame sortant de son fourreau. « Tu déformes tout. Mon Dieu, tu es tellement sur la défensive. »« Hugo, ai-je dit, luttant pour garder une voix neutre. J'ai le droit de faire des projets. J'ai le droit d'avoir des amis. Ce n'est pas un manque de respect. » Mais il s'est levé brusquement, attrapant ses clés, adoptant cette posture tendue et calculée qu'il utilisait chaque fois qu'il orchestrait une crise. « Tu sais quoi? Je ne peux pas supporter ça en ce moment. »« Tu ne peux pas supporter quoi? »« Ça. Toi. » Il a soufflé bruyamment, comme si mon existence l'épuisait. « Tu ne mérites pas d'avoir accès à moi quand tu agis de cette façon. » J'ai senti un frisson froid me parcourir la colonne vertébrale. Agir de quelle façon, ai-je demandé. J'essaie littéralement juste d'avoir une conversation. Non, a-t-il tranché. Tu es méprisante, irrespectueuse. Je disparais pour quelques jours. N'essaie pas de me contacter. Il est resté là à attendre, attendant que je panique, que je m'excuse pour un crime que je n'avais pas commis, que je supplie pour sa présence comme s'il s'agissait d'un privilège qu'il pouvait révoquer. J'avais déjà supplié. Je connaissais bien le scénario. Mais cette fois, quelque chose en moi a basculé, silencieusement, nettement, comme un tiroir qui se referme.
Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit doucement, disparais plus longtemps. Il s'est figé. Quoi? Tu m'as entendu. Prends tout le temps que tu veux. Prends une éternité si tu en as besoin. Son visage s'est déformé. Tu te comportes comme une garce. Peut-être, ai-je dit. Mais j'en ai fini de jouer à ce jeu. Ce n'est pas un jeu. Ça l'est pour toi, ai-je répliqué. À chaque fois que tu es contrarié, tu pars. Tu me fais m'inquiéter. Tu reviens en te sentant puissant. Je ne le ferai plus. Il s'est moqué. Très bien. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Il a claqué la porte assez fort pour faire trembler les cadres. Le moteur de sa voiture a rugi. Puis, il est parti, laissant un silence si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Pendant 10 minutes, je suis juste resté assise à respirer. Sans pleurer, sans paniquer, juste immobile. C'était comme la première vraie respiration que je prenais depuis des mois. Puis je me suis levé et j'ai regardé l'appartement, je l'ai vraiment regardé. Tout ce qu'il utilisait, tout ce qu'il portait, tout ce dont il se vantait venait de moi. La montre qu'il exhibait devant ses amis, les chaussures qui, selon lui donnaient l'air d'un PDG. La machine à expresso dont il jurait avoir besoin pour se construire une routine matinale. La veste en cuir qu'il portait à chaque rendez-vous amoureux. La bibliothèque qu'il ne touchait jamais mais qui, selon lui, donnait un air cultivé à l'endroit. Les tirages d'art qu'il avait choisis mais jamais payés. Les bijoux qu'il a offerts à sa mère pour son anniversaire et que j'avais en fait achetés. Ça m'a frappé à cet instant. Chaque cadeau, chaque sacrifice, chaque morceau de moi-même que j'avais silencieusement cédé pendant qu'il gardait son affection juste hors de portée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commandé une douzaine de cartons de déménagement, livrables le jour même. S'il voulait disparaître, très bien. Mais cette fois, je ne serai pas celle qui resterait avec le vide. Cette fois, c'est moi qui ferai disparaître quelque chose. Les cartons sont arrivés 3 heures plus tard, empilés comme des décisions vierges devant ma porte. Le livreur a haussé un sourcil quand j'ai signé. Gros déménagement. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Quand la porte s'est refermée derrière moi, l'appartement m'a semblé plus petit, encombré par le poids de tout ce que j'avais fait semblant de ne pas voir. J'ai traîné le premier carton dans le salon et ouvert le placard. La machine à expresso y est allée en premier. Je l'avais achetée pour son anniversaire après qu'il eut passé des semaines à m'envoyer des vidéos de routine matinale et à dire qu'il serait plus productif s'il avait les bons outils. J'ai emballé le mousseur à lait, les grains de café hors de prix, la balance qu'il n'avait jamais appris à utiliser. J'ai pris une photo de la machine à l'intérieur de la boîte avant de la sceller avec du ruban adhésif. Ensuite est venue la veste en cuir, autre photo. Les baskets de créateur, photo. La montre, photo. Le parfum qui, insistait-il, lui donnait une odeur de luxe. Photo. Une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Chaque objet avait une histoire. Une petite coupure dont je n'avais pas remarqué le saignement parce qu'il était plus facile d'appeler ça de l'amour. La bibliothèque que j'avais montée toute seule pendant qu'il supervisait depuis le canapé. La pile de livres reliés qu'il n'avait jamais ouvert, mais qu'il aimait avoir en arrière-plan de ses selfies. La console de jeu dont il avait besoin pour évacuer le stress, même si elle le soulageait surtout de ses responsabilités. J'ai pris des photos de tout. Pas par méchanceté, pas parce que j'avais l'intention de les poster ou de les lui jeter à la figure. J'avais besoin d'une trace pour moi-même. La preuve que ma générosité n'avait pas été une hallucination, que je n'avais pas imaginé la façon dont j'avais étiré mon budget, repoussé le remplacement de mes propres chaussures usées pour qu'il puisse avoir celles de marque. À minuit, le salon ressemblait à un petit entrepôt d'expédition. Des cartons à moitié fermés, des choses tirées de coins dont j'avais oublié l'existence. J'étais épuisé mais survolté. Comme si mon corps savait que j'étais en train de faire quelque chose d'irréversible. Le jeudi, j'ai pris une journée de congé pour raisons personnelles, ce qui était techniquement vrai. J'ai fait du café dans une vieille cafetière filtre bon marché que j'avais gardée au fond d'un placard, je me suis assise à table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 2 ans et demi de reçu m'attendaient dans les archives de mes emails et mes dossiers sur le cloud. J'ai cherché son nom, filtré par confirmation de commande et j'ai regardé la liste se remplir. Cadeau après cadeau après cadeau. La veste, les chaussures, la montre,
les week-ends à l'hôtel que j'avais réservé quand il disait avoir besoin de s'évader, la décoration qu'il exigeait pour que l'appartement ait l'air réussi. J'ai ouvert un fichier Excel et j'ai commencé à additionner les chiffres. Je me sentais clinique, détaché. Chaque ligne était un souvenir que je ne voulais pas revivre, alors je me suis concentré sur les mathématiques. 198 €. 76. 429. 1200. Encore 80. Encore 210. Encore 6 cents. Quand j'ai finalement fait le total, le chiffre m'a retourné l'estomac, un peu plus de 32 000 €. Je l'ai fixé, mes doigts planant inutilement au-dessus du clavier. Je n'essayais pas de récupérer l'argent. Il ne s'agissait pas de remboursement ou de représailles. Il s'agissait de clarté. De comprendre exactement ce que j'avais donné à quelqu'un qui me traitait comme si je devais être reconnaissante qu'il me tolère. Les cadeaux n'étaient pas que des objets. C'étaient les excuses silencieuses que je faisais pour ses humeurs, les pansements que je mettais sur ses bouderies, les récompenses que je lui donnais pour le simple fait d'être revenu après m'avoir puni par son absence. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris une grande inspiration et je suis retourné à mes cartons. Le jeudi soir, j'avais 12 cartons alignés comme des soldats le long du mur du salon, chacun étiqueté à son nom. Chacun scellé au scotch, photographié, documenté. Il y avait une étrange satisfaction à voir tout cela contenu ainsi, une limite là où il n'y en avait jamais eu. Vendredi matin, j'ai appelé une entreprise de transport. La femme au téléphone était enjouée. 12 cartons, tous à la même adresse. Oui, ai-je dit, chez ses parents. J'ai hésité avant de donner l'adresse. Sa mère m'avait toujours bien aimé. Du moins, je le pensais. Elle m'appelait parfois pour me remercier de garder Hugo les pieds sur terre, comme si j'étais un système de soutien émotionnel qu'il avait loué. Ils ont programmé un enlèvement pour la fin de la matinée. 2 hommes sont arrivés avec un diable et une efficacité professionnelle, sortant chaque carton de l'appartement comme s'il ne s'agissait que de poids morts. Pour moi, c'était des chapitres. Rien de fragile, a demandé l'un d'eux. Juste ma patience, ai-je failli dire. À voix haute, j'ai répondu, quelques appareils électroniques. Je les ai étiquetés. Ils ont chargé les cartons dans le camion pendant que je regardais depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, le cœur battant à un rythme qui ne semblait ni effrayé ni plein d'espoir, juste achevé. Quand ils sont partis, l'appartement semblait étrangement vide. Des trous sur les étagères, des espaces vides sur les murs, un bourdonnement manquant là où se trouvait la machine à expresso. Ça aurait dû être triste. Au lieu de ça, c'était comme une immense expiration. Mon téléphone était resté silencieux depuis qu'il était sorti en trombe. Ni appel, ni SMS. Exactement ce qu'il voulait toujours quand il disparaissait. Un silence qui faisait de lui le centre de gravité. Le vendredi après-midi, ce silence a fini par se briser. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. Hugo. Je t'ai manqué? L'ironie m'a fait rire aux éclats. Un petit son incrédule. L'ancienne version de moi savait comment se déroulait cette scène. Je répondrai avec soulagement. Bien sûr que tu m'as manqué. J'étais tellement inquiète. On peut parler? Je m'excuserai de l'avoir fait se sentir attaqué. Je promettrai de mieux communiquer la prochaine fois, comme si je n'avais pas déjà essayé de communiquer. Mais cette version de moi servait désormais de polystyrène au fond d'une boîte, enterrée sous le poids de ma propre prise de conscience. À la place, j'ai ouvert l'email de l'entreprise de transport. 12 numéros de suivi m'ont regardé. Je les ai tous copiés, une longue série de logistique froide, et je les ai collés dans un nouveau message. Moi, voici les numéros de suivi des 12 cartons en route vers la maison de tes parents. Tout ce que je t'ai jamais acheté s'y trouve. Tu as dit que je ne méritais pas d'avoir accès à toi. Tu as raison. Je retire cet accès de façon permanente. J'ai appuyé sur envoyer, et posé le téléphone face vers le bas sur la table basse. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Le téléphone a vibré immédiatement. Une fois, 2 fois, encore, puis il a sonné. J'ai laissé aller sur messagerie. Il a appelé 4 fois de plus au cours des 10 minutes suivantes, le son devenant progressivement un bruit de fond. Quand les appels se sont arrêtés, les SMS ont commencé. Hugo, c'est quoi ton problème?
Hugo, tu as envoyé mes affaires chez mes parents. Hugo, tu es folle? Hugo, on vient juste de se disputer. Tu réagis de façon disproportionnée. Hugo, réponds-moi. C'est puéril. Je ne les ai pas ouverts. J'ai juste regardé les notifications s'empiler en haut de l'écran comme une crise de colère. Puis, une autre notification s'est glissée depuis un expéditeur différent. Entreprise de transport, colis 1 sur 12 livrés. Signé par Madame Fournier. Sa mère. Sans trop réfléchir, j'ai fait une capture d'écran de la confirmation de livraison et je la lui ai envoyée. Moi, le premier carton vient d'arriver. Plus que 11. Bonne vie. Cette fois, l'appel qui est arrivé ne venait pas de lui. C'était sa mère. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser sonner, mais un vieux réflexe de politesse a répondu à ma place. Bonjour, Marine. Sa voix était tendue, déjà inquiète. Que se passe-t-il, bon sang? Hugo vient de m'appeler en larmes, disant que tu as rompu avec lui et que tu as envoyé des cartons de ses affaires ici. J'ai marché lentement vers le bout de plan de travail désormais vide où se trouvait la machine à expresso. Nous avons bien rompu, et ce ne sont pas ses affaires. Ce sont des choses que je lui ai achetées et dont il n'aura plus besoin. Cela semble très hostile, a-t-elle dit sèchement. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Il m'a dit que vous aviez juste eu une dispute. Qu'il avait besoin d'espace pour se calmer. Tu sais comment il est. Il gère les choses seul. Je me suis appuyé contre le plan de travail, fixant l'espace vide sur le mur. Je sais très bien comment il est. C'est exactement le problème. Il disparaît pendant des jours. À chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il éteint son téléphone, coupe les ponts, puis revient en s'attendant à ce que je sois reconnaissante. Ce n'est pas gérer. C'est punir. Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a repris la parole, il y avait un tremblement dans sa voix. Il est sensible. Il ressent les choses profondément. Il m'a dit que tu pouvais être intense. Que tu le brusquais. Vous a-t-il dit combien de fois il a fait ça, ai-je demandé. 6 fois au cours des 6 derniers mois. 6 disparitions. 6 crises qu'il a créées. 6 fois où j'étais censé le supplier. Silence à nouveau. Plus long, plus lourd. Je pouvais presque l'entendre essayer de réarranger l'histoire dans sa tête. Il t'aime, a-t-elle finalement dit. Mais cela sonnait plus comme un souhait que comme une affirmation. Il m'a dit qu'il ne sait juste pas toujours comment le montrer. Il sait comment montrer son contrôle, ai-je répondu. Écoutez, je ne vous demande pas de prendre parti. J'ai juste besoin que vous acceptiez les cartons, c'est tout. Elle a soupiré. Je vais les garder ici, mais je pense que tu fais une erreur. Je pense que je vivais dans une erreur, ai-je dit doucement. Ceci est ma façon de la corriger. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, puis j'ai ajouté son numéro à une liste mentale que je n'avais pas encore écrite, mais que je savais devoir faire. Les personnes à qui je ne devais plus d'explications. Mon téléphone a encore vibré, un autre SMS d'Hugo glissant en haut de l'écran avant de disparaître dans les limbes des non-lus. Je ne l'ai pas ouvert. Au lieu de cela, j'ai regardé autour de moi dans l'appartement vidé. Pour la première fois depuis mon emménagement, je ne voyais pas notre vie. Je voyais la mienne. Et j'ai réalisé que je venais de faire le premier vrai pas pour la vivre. Le samedi matin, je me suis réveillé avec la vibration familière de mon téléphone, sauf qu'au lieu d'une alarme, c'était 37 messages non lus et 12 appels manqués, tous d'Hugo. Les notifications étaient là comme les débris d'une tempête dans laquelle je ne vivais plus. Je n'en ai ouvert aucune. Pas parce que j'essayais de le punir, pas parce que je voulais qu'il se sente ignoré, mais parce que je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. De la colère, des supplications, de la manipulation, des accusations, des rappels de tout ce qu'il avait fait pour moi. Je les ai tous supprimés sans les lire pour qu'il ne voie pas les accusés de lecture. Puis j'ai bloqué son numéro. Le silence qui a suivi ne m'a pas semblé vide. Il m'a semblé pur. Ensuite est venu le dénouement numérique. La partie pratique dont personne ne parle quand les relations se terminent. La froide dissolution administrative d'une vie autrefois entrelacée. J'ai d'abord changé mes mots de passe. Email, banque, services de streaming, factures d'électricité, tout ce à quoi il avait accès,
que ce soit intentionnellement ou parce que j'avais cru un jour que confiance rimait avec transparence. Ensuite, je l'ai retiré de la carte de crédit commune. Il n'en avait jamais abusé, pas directement, mais la manipulation émotionnelle n'est pas toujours accompagnée de symboles monétaires. Je ne prenais aucun risque. Enfin, j'ai ouvert notre dossier partagé sur le cloud. Celui rempli de photos, de selfies souriants, de vacances, d'anniversaires. Je ne les ai pas supprimés. Pas encore. Je n'étais pas prête. Mais j'ai déplacé tout le dossier dans une archive nommée simplement avant. En début d'après-midi, je l'avais effacé de tous les recoins du monde numérique que nous avions partagé. Le monde physique était la prochaine étape. Notre appartement me paraissait bizarre, comme s'il avait été mis en scène pour une vie que je faisais semblant d'avoir. Les espaces où reposaient ces cadeaux ressemblaient maintenant à des dents fraîchement arrachées, à vif, vides, attendant de guérir. Je me tenais dans le salon, ne sachant pas par où commencer, jusqu'à ce qu'un SMS de ma meilleure amie apparaisse. J'arrive. Ne discute pas. Elle est arrivée 20 minutes plus tard avec des repas à emporter et sa propre boîte à outils, qu'elle a brandie comme une arme. Bien, a-t-elle dit en entrant et en observant l'endroit dépouillé. Éliminons toute trace de lui avant le coucher du soleil. Nous avons démonté la bibliothèque ornementée qu'il avait exigée. Trop grande, trop lourde, trop tout. Je l'ai remplacée par une étagère plus simple que j'avais choisie moi-même. En bois clair, aux lignes épurées, légères, aériennes, tout le contraire de ses goûts. Elle m'a aidé à déplacer le canapé sur l'autre mur, à décaler le tapis, à placer des plantes dans des coins qui, selon lui, encombraient la pièce. Pour une fois, l'appartement commençait lentement à avoir l'air de m'appartenir. « Comment tu te sens » m'a-t-elle demandé tout en serrant une vis. J'y ai réfléchi. Honnêtement, libre. Elle a hoché la tête. Ouais, c'est logique. Je me suis assise par terre, les jambes croisées, ressentant le soulagement immense d'un espace qui s'étendait enfin autour de moi au lieu de se refermer. Je ne réalisais pas combien d'énergie j'utilisais rien que pour anticiper ses réactions, ai-je dit, à gérer ses sautes d'humeur, à remettre en question chacun de mes mots. Tu faisais fondamentalement du travail émotionnel non rémunéré pour un homme adulte, a-t-elle dit sans détour. J'ai lâché un rire fatigué. C'est une façon de voir les choses. Le soir, nous avions réassemblé le salon, commandé des pizzas et nous nous sommes effondrés aux deux extrémités du canapé. Mon canapé maintenant, pas celui qu'il jugeait pas assez élégant. Pour la première fois, l'endroit m'appartenait. Puis j'ai reçu une notification de mail. Hugo, objet, il faut qu'on parle. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste appuyé sur supprimer. C'était comme faire tomber un caillou au fond d'un puits profond et n'entendre aucun écho. Le dimanche matin, sa meilleure amie m'a appelé. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Salut, a-t-elle dit. Alors, il est vraiment bouleversé. J'en suis sûr. C'est tout ce que tu as à dire, a-t-elle craché. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, ai-je répondu calmement. Il m'a dit que je ne méritais pas d'avoir accès à lui, alors je lui ai retiré. Tu as pris ça trop au pied de la lettre. Il ne le pensait pas comme ça. 6 fois, ai-je dit. Il ne le pensait pas comme ça. 6 fois. À quel moment suis-je censé le croire? Elle a bafouillé. Il t'aime. J'ai expiré doucement. Il aime avoir quelqu'un qu'il peut contrôler. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu un long silence, trop long. Et quand elle a finalement parlé, sa voix avait perdu son agressivité. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Tu n'as rien à dire, ai-je dit. Dis-lui juste de récupérer le reste de ses affaires au bureau du gardien de l'immeuble. Je ne serai pas là. Elle a hésité. Donc, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Quand l'appel s'est terminé, j'ai mis en boîte le reste de ses effets personnels. Les choses qu'il avait achetées lui-même, pas celles que j'avais payées. 3 cartons au total. Je les ai étiquetés avec son nom et je les ai descendus au bureau du gardien. Il est venu les chercher lundi après-midi pendant que j'étais au travail. Quand j'ai reçu le SMS confirmant la récupération, j'ai ressenti une étrange et paisible satisfaction. Pas de triomphe, pas de vengeance, juste de la paix. Ce soir-là, un autre email est arrivé. Celui-ci avec comme objet, c'est cruel. Je n'aurais pas dû le lire.
Je le sais. Mais une partie de moi avait besoin de voir quelle histoire il se racontait. À l'intérieur, un message à rallonge rempli de phrases familières. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu réagis de manière excessive. Tu jettes notre relation à la poubelle. Ce n'est pas de l'amour. Tu es sans cœur. En bas, il a écrit « J'espère que tu le regretteras ». Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que je m'émerveillais de voir à quel point cela m'affectait peu. Puis j'ai tapé ma réponse. Tu as raison. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne manipule pas. L'amour ne disparaît pas en guise de punition. L'amour n'utilise pas l'accès à l'autre comme un moyen de pression. Peu importe ce que nous avions, ce n'était pas de l'amour. C'était moi qui acceptais des miettes en appelant ça un repas. J'en ai fini. Ne me contacte plus. Puis j'ai aussi bloqué son adresse email. Les 2 semaines qui ont suivi ont été d'un calme surprenant. Je suis allé au travail. Je suis rentré chez moi. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. J'ai fait des projets sans demander la permission. J'ai respiré sans me préparer à une explosion. Mon appartement m'a semblé plus grand sans le poids du sentiment de supériorité de quelqu'un d'autre. Parfois je pensais à lui, non pas avec nostalgie, mais en me demandant comment j'avais pu laisser faire ça. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste remarquer que ses épaules ne sont plus tendues. Un après-midi, une amie commune m'a invité à prendre un café. Elle n'a pas perdu de temps. Il dit aux gens que tu as eu une sorte de dépression, a-t-elle dit. Que tu as expédié toutes ces affaires lors d'une crise de folie. J'ai remué ma boisson. Il a à moitié raison. Quoi? J'ai expédié tout ce que je lui avais acheté. J'ai fait une pause, laissant les mots se poser. Ces affaires? Je les ai emballées séparément et je les lui ai rendues. Elle a cligné des yeux. D'accord, mais pourquoi? Parce qu'il m'a dit que je ne méritais pas d'avoir accès à lui, ai-je dit, et il avait raison. Donc, je l'ai retiré définitivement. Elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de dire, tu sais, plusieurs d'entre nous avions remarqué comment il te traitait. Mais nous ne pensions pas que c'était à nous de dire quoi que ce soit. C'est d'accord, ai-je dit. Je m'en suis sorti maintenant. C'est ce qui compte. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté, tu mérites mieux. Et pour la première fois, je ne me suis pas recroquevillé intérieurement. Je l'ai cru. 3 semaines après la rupture, j'ai eu un match avec quelqu'un sur une application de rencontre. Je ne cherchais rien. C'est juste arrivé. Nous avons discuté pendant quelques jours, de façon simple, chaleureuse, sans jeu, et nous nous sommes rencontrés pour prendre un café. Il s'appelait Lucas. Il était courtois, parlait doucement et était drôle d'une manière subtile. Tout le contraire d'Hugo. Lors de notre 2e rendez-vous, il m'a demandé, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Non, ai-je dit honnêtement. Je viens de sortir d'une longue relation, cependant. Il y a combien de temps? 3 semaines. Il a haussé un sourcil. C'est récent. Tu es passé à autre chose? J'ai souri. La rupture a eu lieu il y a 3 semaines. La relation s'est terminée bien avant ça. Il a hoché la tête. Je comprends. Et étrangement, magnifiquement, j'ai cru qu'il comprenait vraiment. 1 mois après la rupture, la mère d'Hugo a rappelé. J'avais oublié de bloquer son numéro. Sa voix était plus douce cette fois, plus fatiguée. Marine, il a beaucoup de mal. Je suis désolé de l'entendre. Vraiment, a-t-elle insisté. Je ne lui souhaite pas de mal, ai-je dit. Je ne veux juste plus de lui dans ma vie. Elle a expiré d'une voix tremblante. Il a fouillé dans les cartons. Il comprend maintenant ce que tu as fait, et pourquoi tu l'as fait. Bien. Il veut s'excuser, a-t-elle dit. Vraiment, il a commencé une thérapie. Je suis contente qu'il se fasse aider, ai-je répondu. Mais ça ne change rien pour moi. Puis-je te demander quelque chose? Elle a hésité. Est-ce que tu l'aimais au moins? J'y ai réfléchi. Au cadeau, à l'attente angoissée, aux disparitions, à l'espoir qui continuait de rétrécir en moi comme une plante mourante. J'aimais celui que je pensais qu'il pouvait être, ai-je dit doucement. Pas celui qu'il était réellement.
Elle n'a pas répondu, et quand j'ai raccroché, j'ai finalement bloqué son numéro à elle aussi. Pour une fois, il n'y a pas eu de remise en question, je n'allais que de l'avant. 3 mois ont passé paisiblement, de manière presque suspecte. Après des années de turbulences émotionnelles, ce calme ressemblait à l'arrivée sur la terre ferme après des semaines passées en mer. Mes journées étaient ordinaires d'une manière qui semblait extraordinaire. Se réveiller, travailler, dîner, dormir. Pas de saute d'humeur soudaine, pas de marche sur des œufs, pas de disparition. Juste la vie. Ma vie. L'homme que je fréquentais, Lucas Moreau, et moi avons décidé d'être exclusifs. Ce n'était ni dramatique, ni officiel, ni marqué par un grand geste. Nous étions assis à la terrasse d'un café un soir, partageant une part de gâteau au citron, quand il a dit « Je n'ai pas vraiment envie de voir quelqu'un d'autre. » Et toi? Je l'ai regardé, son aisance, la douceur de ses yeux, l'absence d'attente ou de pression. Non, ai-je dit. Moi non plus. Il a souri et ce fut tout. Pas de disparition, pas de punition, pas de peur déguisée en amour. Ça semblait sain. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point cela avait été inhabituel pour moi, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Un après-midi, en sortant du supermarché, j'ai aperçu quelqu'un de familier près des seaux de fleurs. Chloé, une connaissance commune, le genre de personne qui semblait toujours être au courant des affaires de tout le monde. « Oh, Marine » a-t-elle dit en me faisant signe de m'approcher. « Je voulais te parler. » Je me suis préparé mentalement. Les conversations qui commencent ainsi ne mènent jamais à rien d'amusant. « Il s'agit d'Hugo » a-t-elle dit. « Je sais, je sais. Tu en as fini avec lui. Je n'essaie pas de te ramener là-dedans. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir ce qu'il raconte. » J'ai soupiré. « Laisse-moi deviner. Je suis instable, dramatique, j'ai fait une dépression. » Elle a cligné des yeux. « D'accord, donc tu as entendu. » J'ai eu un petit haussement d'épaule. Les gens réécrivent l'histoire quand ils souffrent. Ouais, mais elle a hésité. Il y a autre chose. La tension dans sa voix m'a fait lever les yeux. Il dit aux gens que tu le contrôlais, a-t-elle dit doucement. Que tu étais peau de colle, que tu piquais des crises chaque fois qu'il prenait de l'espace. C'est pour ça qu'il a disparu, selon lui, parce que tu l'étouffais. J'ai littéralement ri, d'un rire sec et incrédule. Moi, contrôlante? Je ne l'ai pas cru, a-t-elle dit rapidement. Aucun de nous ne l'a cru, mais son regard s'est posé par-dessus mon épaule. Quelqu'un veut te parler. Je me suis retourné. Une femme se tenait à quelques mètres, hésitante mais déterminée, grande, brune, la trentaine. Son expression était trop lourde pour être désinvolte. Chloé a baissé la voix. C'est Camille Dubois. Le nom m'a frappé comme un courant d'air froid. L'ex-petite amie d'Hugo. Celle qu'il décrivait toujours comme toxique, instable, émotionnellement exigeante. La femme qui, selon lui avait donné peur de l'intimité. La méchante de toutes les histoires qu'il me racontait. Camille a marché vers moi avec les pas prudents de quelqu'un qui n'était pas sûr d'approcher une amie ou un incendie. « On peut parler » a-t-elle demandé doucement. « Juste une minute. » J'ai hoché la tête. Elle a pris une inspiration, longue, stabilisante, comme si elle s'était exercée. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes » a-t-elle commencé. Mais j'ai entendu ce qui s'est passé. Les disparitions, la culpabilité, la façon dont il a déformé les choses, et j'ai pensé que tu méritais de savoir quelque chose. Mon pouls s'est accéléré. D'accord. Ses yeux se sont remplis de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Tu n'es pas la première personne à qui il fait ça. Un silence tranquille a rempli l'espace entre nous. Elle a continué, la voix tremblant légèrement. Quand lui et moi étions ensemble, il avait l'habitude de disparaître aussi, pendant des jours. Pas de SMS, pas d'explication. Puis il revenait et disait que c'était de ma faute, que je le repoussais, que j'étais étouffante, que j'avais trop besoin de lui. Mon estomac s'est retourné. C'était le même scénario, la même chorégraphie émotionnelle, comme s'il l'avait répété sur elle avant de la jouer avec moi. Et pendant tout ce temps, a-t-elle chuchoté, il m'envoyait des messages pendant votre relation. Je me suis figé. Quoi? Elle a hoché la tête tristement. Pas de façon romantique, même s'il a essayé de flirter quelquefois.
Il cherchait surtout de la compassion. Il m'a dit que tu étais instable, trop émotive, difficile. Il s'est servi de moi comme d'un confident. Comme si j'étais, je ne sais pas, son garde-meuble émotionnel. La colère est montée en moi. Pas brûlante, mais froide. Ancrée. Le genre de colère qui naît de la clarté plutôt que de la rage. Camille n'avait pas fini. Quelques mois avant votre rupture, il a demandé à me voir, elle a dégluti. J'ai dit non, mais il m'a dit qu'il allait peut-être te quitter parce que tu étais trop. Qu'il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne mieux. Mon souffle s'est coupé. Il a dit que j'étais trop. Elle a hoché la tête. J'ai encaissé l'information. L'ironie était suffocante. L'homme qui disparaissait pendant des jours parce que je posais une question pour clarifier les choses. L'homme qui me punissait par le silence parce que j'avais prévu un brunch. L'homme qui utilisait la privation émotionnelle comme une arme. Il pensait que j'étais trop. Camille m'a touché le bras doucement. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas folle et que tu n'es pas seule. Il fait ça aux femmes qui tiennent à lui. Il me l'a fait. Il te l'a fait. Et s'il ne se fait pas soigner, il le fera probablement à la prochaine. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement de l'épuisement. Merci, ai-je dit doucement. Vraiment. Elle a hoché la tête, a offert un sourire triste et s'est éloignée. Chloé a laissé échapper un souffle. Eh bien, ça fait beaucoup. Beaucoup, ai-je répété, engourdi. Mais sous le choc, autre chose a fleuri. Un soulagement, une validation, une conclusion plus nette que n'importe quelles excuses qu'il pourrait jamais présenter. Tout prenait enfin sens. Les disparitions, les reproches, les contorsions émotionnelles qu'il exigeait, la façon dont il dépeignait chaque ex comme une méchante, chaque petite amie comme déraisonnable. Il ne s'était jamais agi de moi, ou d'elle, ou de qui que ce soit d'autre. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir, d'échapper à ses responsabilités en s'évanouissant dans la nature avant que quiconque ne puisse lui en demander compte. Pour la première fois, j'ai ressenti tout le poids de la liberté, et cela ne m'a pas fait peur. 2 semaines plus tard, en prenant des fruits et légumes au supermarché, je l'ai vu. Hugo. Il s'est figé avant moi. Ses cheveux étaient un peu plus longs, ses vêtements moins soignés. Son expression oscillait entre l'espoir, le regret et quelque chose comme le désespoir. Marine, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête une fois, calme, solide, insensible. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je m'éloignais déjà. Sans me presser, sans drame, j'en avais juste fini. Parce que tourner la page n'est pas une conversation, c'est une décision. De retour chez moi, je me suis tenu dans ma cuisine, cette même cuisine qui ressemblait autrefois à un théâtre de tension, maintenant baignée d'une douce lumière du soir, et j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. Ce n'était pas de l'amour dont je devais guérir. C'était du soulagement. Le soulagement de ne plus me préparer à son absence, le soulagement de ne plus négocier pour avoir la paix, le soulagement d'avoir un sol ferme sous mes pieds. Il m'a dit un jour que je ne méritais pas d'avoir accès à lui. Il avait raison. Je méritais d'avoir accès à quelque chose de bien meilleur. Une vie où la disparition ne faisait plus partie du vocabulaire. Une vie où l'amour restait. Où l'amour communiquait. Où l'amour ne punissait pas. Les 12 cartons que j'ai expédiés. La meilleure leçon à 32 000 € que je paierai jamais. Parce que maintenant, je sais exactement ce que je ne permettrai plus jamais. Ce que je mérite. À quoi ressemble le véritable amour quand il n'est pas utilisé comme une arme?